On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, les amis, pour parler de toute l'actualité du Real Madrid. Et en deuxième partie, je répondrai à vos questions. Comme d'habitude, j'avais créé un post pour que vous puissiez participer et poser vos questions. Bon, cette fois-ci, il n'y en avait pas énormément. Peut-être que l'algorithme ne l'a pas mis en avant, mais quelles personnes ont participé? Et je vais répondre à tout ça. Merci d'abord à ceux qui ont participé, et surtout à tous ceux qui s'abonnent et mettent des likes. Ces derniers temps, votre soutien nous donne une énergie folle, vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup les gars. Franchement, on vous le dit pas assez, mais c'est grâce à vous qu'on a cette motivation et cette force pour continuer à développer la chaîne et créer du contenu pour vous. On a déjà atteint les 8000 abonnés en quelques mois. C'est énorme. Merci à tous ceux qui sont là et qui nous soutiennent. Restez branchés, la saison est longue et il y a encore plein de belles choses et de surprises à venir sur la chaîne. On pousse un peu les gars, j'aimerais qu'on atteigne les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, avant 2026. On est presque là, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pour fêter ça, il y aura sûrement un petit cadeau, peut-être un maillot à gagner. Merci d'avance à tous ceux qui participeront. Allez, on commence avec cette petite photo du groupe du Real Madrid, maintenant que le mercato estival est officiellement terminé. Et quel mercato incroyable on a eu cette année. Regardez un peu le niveau des recrues sur cette photo. Alors, je vous pose la question. Selon vous, quel a été le meilleur move de ce mercato complètement fou? On a vu Isaac partir dans les dernières heures pour 150 millions, des sommes astronomiques. Kevin De Bruyne reste impressionnant au Napoli. Florian Wirtz renforce Liverpool. Kitik aussi. Bemo et Šeško du côté de United. Cunha pour Arsenal. Arsenal qui a mis le paquet pour aller chercher la Premier League. Xavi Simons à Tottenham. Jonathan David à la Juve. Trent Alexander chez nous. Rashford au Barça. Et bien sûr, Modric qui termine au Milan AC. Mastantuono qui est là. Et Garnack du côté de Chelsea. Bref, le mercato a été très actif cette année. Pour moi, le move le plus marquant pourrait être celui de Trent à Herne, mais je dirais aussi Thierry Render à City. Ce milieu box-to-box, capable de tout faire, aurait été un renfort de poids pour le Real, mais il est parti chez City, et c'est clairement un sacré move. Du côté du Real Madrid, le mercato est maintenant terminé et voici officiellement les joueurs pour la saison 2025 à 2026. Gardien, Courtois et Luna, rien de neuf ici. Défenseur, Militao est de retour et en grande forme. Il forme avec Rudiger la charnière centrale la plus complémentaire selon Xavi Alonso. Asensio pourrait être utilisé en rotation. À droite, Trent et Carvajal, deux profils différents, mais très solides. À gauche, Mendy est absent, mais Franck Garcia a réalisé un excellent mondial et Cara est une révélation. Un latéral très prometteur, déjà très performant avec Benfica en Ligue des Champions. Milieu de terrain, Valverde, Gullet, Chamanami, Camavinga, Bellingham, c'est beau. On garde le même effectif, sans nouvelles recrues. Il manque peut-être un joueur plus créatif. Beaucoup sont des box-to-box, solides défensivement, avec un gros volume de jeu. Bellingham reste l'homme à tout faire, capable de compenser et d'apporter en rotation sur les fins de match. Ailier et attaquant, Mastantuono reste jeune, avec un gros potentiel, il faudra lui laisser le temps de progresser. Brahim reste léger pour le moment, mais avec de la patience, il pourrait apporter davantage. Malheureusement, pour lui, il restera sans doute un éternel super sub. J'ai du mal à l'imaginer titulaire régulièrement, même contre des petites équipes de Liga ou d'ailleurs. Il pourra dépanner, faire de bons matchs, mais pour les grandes affiches, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, j'ai du mal à le voir tenir la titularisation sur toute la durée d'un match. Sur le côté droit, donc, c'est un peu léger pour moi. À gauche, Rodrigo a décidé de s'imposer comme ailier gauche, ce qui est son poste de prédilection. Il y a une concurrence avec Vinicius et il sera intéressant de voir comment cela va se passer. Est-ce que la concurrence sera saine? Est-ce que les deux joueurs auront réellement des minutes partagées? Est-ce que Vinicius prendra l'ascendant sur ce poste? Et Rodrigo, comment réagira-t-il? Il a l'air motivé, mais j'ai un peu peur que cela crée un petit froid entre eux, surtout que ce sont deux Brésiliens qui s'entendaient plutôt bien jusqu'à présent. Espérons que ça ne se détériore pas. Devant, Mbappé sera évidemment titulaire, accompagné d'Endrick et du jeune Gonzalo que l'on n'a pas encore vraiment vu. Dommage, car j'aurais aimé le voir un peu plus à l'heure, mais pour le moment, c'est cette équipe qui va démarrer la saison. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du mercato et du groupe. Pour ma part, je suis plutôt satisfait. Le Real s'est surtout renforcé défensivement, ce qui était un vrai besoin. Avec Cara, Trent et Mastantuono, on a de jeunes talents prometteurs.
On leur laissera le temps de progresser cette saison et on verra surtout quel dispositif Xabi Alonso mettra en place. Et justement, parlons dispositif et milieu de terrain. Le retour de Jude Bellingham est prévu très prochainement, peut-être pour le derby contre le Atlético Madrid, qui, franchement, est très faible cette saison, 17e de Liga. Xabi Alonso compte utiliser Bellingham dans le même rôle que l'an dernier, en numéro 10, capable d'être à la fois finisseur et créateur. Personnellement, j'aimerais le voir évoluer derrière Mbappé et Vinicius, avec une grande liberté pour se projeter et créer le jeu. Bellingham est un joueur complet. Il peut défendre, presser, récupérer le ballon, dribbler, passer, marquer de la tête. Bref, c'est un playmaker ultime. La saison dernière, il a montré à quel point il peut être décisif, et je pense que cette année encore, il sera central dans le jeu madrilène. Pour le dispositif, je verrai un 4-4-2 flexible, qui peut se transformer en 4-3-3 avec ballon. Tran et Kara prennent leur couloir, Chamonami vient s'intercaler pour sécuriser la défense, Militao assure la charnière centrale avec Rudiger, Courtois dans les cages et Bellingham derrière l'attaque pour organiser le jeu. Valverde reste précieux pour le pressing et la projection sur le côté droit. Avec ce système, il y a beaucoup de permutations possibles entre les joueurs offensifs, ce qui rend l'équipe très dynamique. Sur le côté droit, Carvajal reste un pilier, toujours présent pour apporter son expérience et mettre la pression à ses concurrents. La concurrence avec Tran est intéressante. Elle va pousser chacun à donner le meilleur. Même Vinicius sera intégré dans une rotation importante, car Xabi Alonso veut 18 à 20 joueurs prêts à jouer. Avec toutes les compétitions Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, Coupe du Monde des clubs et la CAN, chaque joueur aura sa chance et ses minutes. Ici, il n'y a pas de titulaires absolus ou de remplaçants de seconde zone. Les starters et les finishers sont tous essentiels, chacun ayant un rôle crucial dans les 20 à 30 dernières minutes des matchs. Et pour finir, petite stat intéressante. Cette saison, le Real n'a concédé qu'une seule grosse occasion. Voilà le signe que la machine madrilène est déjà en marche et qu'avec un groupe bien géré et un Bellingham de retour, cette équipe a toutes les cartes pour briller. Les gars, clairement, le Real Madrid, c'est aujourd'hui la meilleure défense du championnat. Comparé avec le Barça, déjà 12 grosses occasions concédées. C'est énorme. La saison dernière, défensivement, c'était compliqué pour eux. Et là, avec la perte d'Inigo et une défense encore en bricolage, ça se complique encore plus. Ils testent des associations. Cubarsí avec Alaba, puis Garcia et Christensen. On voit que le bloc manque encore de compacité. Ils se cherchent. Chez nous, en revanche, Xabi Alonso a su mettre son empreinte. Le Real concède très peu de grosses occasions. Et ça, c'est une vraie amélioration. Le contre-pressing, la possession, la récupération haute, ça commence à se mettre en place. Ce n'est pas parfait, mais pour seulement 3 matchs, c'est très prometteur. Avec le temps, ça? Alors les gars, parlons de cette règle du hors-jeu qui nous gâche un peu le spectacle. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Du football, du vrai spectacle. Et quand tu vois une action superbe comme cette passe millimétrée pour Mbappé, et qu'au final ça s'arrête à cause d'un hors-jeu d'1 millimètre, ça coupe toute l'émotion. On ne respire plus, on retient notre souffle. Ça devient frustrant. On le voit en Premier League aussi, tous les week-ends, et ça tue le rythme et la magie du jeu. Il faudrait réajuster la règle, peut-être que tout le corps de l'attaquant doit être devant le défenseur, pas juste une partie. Ou revoir ce qu'on prend en compte pour éviter ces micro-hors-jeux qui gâchent l'instant. Parce que le football, c'est avant tout des moments vécus ici et maintenant. Tu marques, tu célèbres, et là, tout s'arrête. L'émotion est coupée et la joie redevient un peu artificielle. Bref, on verra comment ça évolue, mais c'est clairement un débat important. Passons maintenant aux joueurs. Jackie me demandait pour Arda. Même si son début contre Mallorca a été compliqué, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Parfois, il est seul au point de pénalty ou au deuxième poteau, et ça joue peu sur lui. Mais dans le dernier tiers, ce joueur peut faire très mal. Son crochet dévastateur et sa frappe du droit montrent sa finesse technique et sa capacité à faire la différence dans les demi-espaces. Il faut juste lui laisser le temps de se mettre totalement dans le rythme de l'équipe. Pour son positionnement défensif, il peut manquer un peu de vitesse pure quand il doit courir derrière un adversaire, mais il compense avec son jeu au corps et son sens du placement. Avec Militao derrière lui, cette complémentarité devient un vrai atout. L'un court, l'autre relance. Sa taille et sa vision panoramique du jeu lui permettent de dicter le tempo, même s'il y a quelques limites sur la vitesse pure. Sur Bellingham et Arda au milieu, il faut tester plusieurs options,
Bellingham plus bas et Arda plus haut pour profiter de ses qualités dans le dernier tiers, ou l'inverse selon les besoins défensifs et offensifs. Ce Real est jeune, il doit encore grandir. Mais sur la Liga, on a largement l'effectif pour aller chercher le titre, surtout face à un Barça qui se cherche encore. Et attention, battre le Barça reste un objectif clé. Pour Mohamed, qui se demandait si Vinicius et Mbappé peuvent jouer ensemble, oui, sans problème. On l'a déjà vu contre le Barça, dans un 4-4-2, ils se sont trouvés, ont combiné intelligemment. Certes, ils ont des profils similaires et se déplacent parfois dans les mêmes zones, mais ils peuvent s'adapter et se compléter, surtout avec Bellingham derrière eux. Pour Gonzalo Garcia, certains craignent que son temps de jeu soit limité avec Mbappé devant. C'est vrai qu'il doit être patient, mais avec la rotation et les compétitions tous les 3 jours, il aura des occasions, notamment en Copao, pour faire souffler Mbappé. C'est un joueur collectif, talentueux, qui saura profiter de ces minutes quand elles viendront. Et enfin, pour Mohamed encore, qui s'interrogeait sur Liverpool cette saison. Oui, après leur premier match pas exceptionnel, il y a des questions. Mais attention, c'est une équipe qui peut se relever rapidement. Alors les gars, parlons un peu de ce Real Madrid version Xabi Alonso. Défensivement, clairement, c'est la meilleure défense du championnat. Comparons avec le Barça, ils ont concédé 12 grandes occasions, énormes. La saison dernière déjà, c'était compliqué pour eux. Mais là, avec la perte d'Inigo et une défense encore en bricolage, on sent que ça cherche encore. Tu essaies Kubarsi avec Allo. Ça fonctionne pas. Contre le Rayo, Garcia et Christensen. Ok, pourquoi pas. Bref, le bloc est un peu moins compact. Il se cherche encore défensivement. Mais côté Real, on voit une vraie amélioration. L'équipe a concédé le moins de grandes occasions en Liga. Et ça fait plaisir. Le contre-pressing, la possession, la récupération très haute du ballon, c'est en train de se mettre en place. Ce n'est pas encore parfait, ça viendra avec le temps, mais pour 3 matchs seulement, c'est déjà super prometteur. En parlant de calendrier, le mois d'octobre et novembre s'annoncent chaud. Le 19 octobre, déplacement à Retala, un vrai combat là-bas, Parc de bus et tension garantie. Ensuite, le 22 octobre, réception de la Juve en Ligue des Champions, puis le classique le 26 octobre. Déplacement à Valence le 2 novembre et je rate le match du 4 novembre car je serai au Japon pour la première fois. Un rêve pour moi. Mais pas de panique, je vous ramènerai du contenu depuis là-bas, même si ce sera peut-être à des heures improbables. Petite actu Liga. Anthony revient de près au Real Betis et l'accueil qu'il a reçu, tel un prince. Super deuxième partie de saison, vraiment impressionnant. Et Pedri, malgré un essai raté au Real Madrid à l'époque, reste un joueur d'une qualité supérieure. Même s'il joue au Barça, c'est un vrai plaisir de le voir jouer. Le Barça, justement, fait face à l'enquête Negreira. Prolongation des investigations. Témoignage de Valverde et Luis Enrique. Rappelons qu'ils ont payé 7 millions à un vice-président des arbitres pendant 17 ans. On a hâte de voir comment ça va se terminer. Pour la Ligue des Champions, le Real aura Marseille à la maison, déplacement au Kazakhstan le 30 septembre, plutôt tôt et pas en plein hiver. Ensuite Juve, Liverpool, City, Monaco, Benfica et la 8e journée le 28 janvier avec 18 matchs en simultané. Ça va être la folie. Maintenant, vos questions. Mbappé, doit-il améliorer ses placements et éviter les hors-jeux? Oui et non. Ce n'est pas forcément un problème de hors-jeu, mais plutôt ses décrochages incessants qui empiètent parfois sur la zone de Vinicius. Il est en super forme, buteur et excellent dans le jeu. Sa liberté de mouvement est donnée par Xabi Alonso. Il pourrait simplement mieux se coordonner avec le passeur pour éviter des hors-jeux microscopiques. Pour le spectacle, la règle du hors-jeu millimétrique gâche vraiment le football. Des actions magnifiques stoppées pour 1 millimètre, ça tue l'émotion, les célébrations naturelles. Une révision de cette règle serait vraiment bienvenue. Ardeur. Malgré un début compliqué, il faut lui laisser du temps. Ses appels dans les demi-espaces et sa frappe du droit montrent son potentiel. Oui, il manque parfois de vitesse pure, mais sa taille, sa vision panoramique et sa qualité de relance compensent largement. Avec Militao derrière lui, la complémentarité est parfaite. Bellingham et Ardeur, testez différentes options. Bellingham plus bas, Ardeur plus haut, ou l'inverse selon les besoins défensifs et offensifs. Ce Real est jeune, mais il a largement le potentiel pour remporter la Liga, surtout face à un Barça encore en recherche. Vinicius et Mbappé peuvent-ils jouer ensemble? Oui, on l'a vu contre le Barça dans un 4-4-2, et ça a très bien fonctionné. Certes, ils ont des profils similaires, mais ils peuvent se trouver, se compléter et créer de l'espace, surtout avec Bellingham derrière eux. Gonzalo Garcia.
Son temps de jeu est limité pour l'instant, mais avec les rotations et les compétitions tous les 3.